Mesdames, Messieurs, chers téléspectateurs d'Africa 24, bienvenue. Merci de nous rejoindre dans cette émission en direct de Libreville au Gabon, d'où nous émettons. La campagne électorale, comme vous avez dû le constater, sur Africa 24, c'est la parole aux candidats, c'est des journaux de campagne, c'est aussi des débats contradictoires. Et celui d'aujourd'hui va porter sur le thème éducation et professionnalisation de la formation. Et pour en débattre, nous avons 4 personnes autour de cette table, 3 représentants de candidats et un acteur de la société civile. D'abord, le général Fabien Zengi Nzundu, qui représente le candidat Ali Bongo Ondeba. Il est également 3e vice-président de la République, vice-premier ministre de la République. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Également avec nous, madame Elsa Rituel Bokandou, qui représente le candidat Jean Ping. Merci. C'est moi. Avec nous, madame Sandrine Gemebe Andaman, qui représente le candidat Pierre Claver Magaga Moussavou. Merci. Bonsoir, monsieur. Et puis avec nous, Louis-Patrick Mombo, qui est membre du syndicat des enseignants de l'éducation nationale, qui est le secrétaire général même du syndicat des enseignants de l'éducation nationale. Merci, monsieur Mombo. Et puis ceux qui sont avec nous, mais qui ne sont pas présents sur ce plateau, c'est bien entendu vous, chers téléspectateurs. Vous êtes les bienvenus dans cette émission et parce que vous pouvez y participer en nous envoyant vos réactions, poser des questions aux candidats ou à leurs représentants sur ce plateau à travers différents canaux. D'abord par Facebook, Africa 24 TV, sur Twitter, hashtag A24PR Gabon, également par WhatsApp 00241 07 74 84 27 et par email gabon2016@africa24tv.com. De manière régulière, ces adresses vont s'afficher quand même au bas de vos écrans. Vous pouvez quand même réagir. On fera le plaisir, le devoir d'en donner lecture, surtout pour les réactions les plus pertinentes. Et pour entrer dans le vif du sujet, nous allons regarder un élément d'illustration, élément signé Plein Niger, un quartier de Libreville. Une dizaine de jeunes suivent une formation accélérée d'une durée de 3 mois avec pour objectif d'être autonomes et capter les rouages du métier de mécanicien afin de s'assumer pleinement. Comme plusieurs jeunes Gabonais, Tanguy Lebangui a bénéficié du programme Un jeune égale un métier. Ce projet vise la prise en charge dans plusieurs filières de jeunes en grande difficulté sociale et professionnelle, avec pour objectif d'insérer et de réinsérer 2580 jeunes pour l'année 2016. Ce que le président a bien pu faire pour les jeunes, pour que les jeunes au moins puissent s'en sortir, pour qu'on ait au moins un diplôme à chacun, pour qu'on puisse au moins aller voler ailleurs. Ça se passe bien, on travaille, on nous apprend certaines choses sur, comment dirais-je, le moteur, les plaquettes de frein, comment changer les plaquettes de frein. Le Gabon diversifie son économie et la main-d'œuvre qualifiée dans plusieurs domaines devient un impératif. La démarche du gouvernement gabonais, l'investissement dans des programmes de formation professionnelle. Un jeune égale un métier, de l'existence à l'emploi. Il vise les jeunes de 16 à 35 ans en particulier, les déscolarisés et ceux vivant dans la rue. Il a pour objectif de leur offrir des formations courtes, qualifiantes et gratuites. Le programme Un jeune, un métier a été initié par le ministère de la formation professionnelle et c'est un programme qui est soutenu par l'ensemble du gouvernement. Plusieurs objectifs. D'abord, faire en sorte que les compatriotes d'une tranche d'âge relativement jeune qui sont sortis du circuit scolaire sans formation parviennent, avec le soutien du gouvernement et des entreprises, à acquérir une formation en quelques mois. Mais le but est à la fois de les aider à s'insérer au niveau professionnel, mais également de les aider à faire en sorte qu'ils puissent développer des activités génératrices de revenus, donc s'engager sur de l'auto-emploi. Le phénomène de chômage et de sous-emploi des diplômés de l'enseignement supérieur pose le problème de l'inadéquation entre l'offre et la demande. Même constat entre les formations proposées par les universités et les besoins du marché de l'emploi. Pour changer ce paradigme, une enveloppe de 416 millions de dollars a été assignée à l'éducation pour les 10 prochaines années afin de combler les lacunes du secteur et d'arrimer les programmes aux besoins des secteurs en croissance comme les mines et la filière bois. Il y a un problème au niveau de la formation et l'adéquation emploi. Les étudiants ne trouvent pas immédiatement l'emploi après la formation. Là encore, il y a des efforts à fournir. Il y a aussi que la recherche qui est élaborée dans ces établissements est une recherche qui ne profite pas encore au pays. Or, on devait en arriver là. C'est-à-dire les mémoires des étudiants, tels qu'ils sont écrits et tels qu'ils sont élaborés,
devrait en fait servir aux destinataires. Les destinataires, ce sont les entreprises où ils ont passé le stage. Je pense que c'est à ce niveau qu'on pourra quantifier en termes de performance ce qu'apportent vraiment nos écoles professionnelles dans l'univers national. Faire correspondre l'offre de formation aux besoins du marché de l'emploi dans le pays est la responsabilité première du secteur public, un secteur soutenu aujourd'hui par le privé à l'instar de l'École supérieure des arts et métiers. Parce que le tout, ce n'est pas de former. Le tout, c'est qu'une fois formé, il faudrait que le formé trouve de l'emploi. Et pour que le formé maximise ses chances d'être facilement intégré dans le milieu professionnel, il faudrait qu'il arrive presque cuit, c'est notre langage technique, c'est-à-dire avec un background purement universitaire, mais qui est dynamisé, qui est consolidé par une formation professionnelle. Or, la professionnalisation des enseignements ne peut se faire que par les praticiens. Voilà pourquoi nous avons un corps enseignant hybride qui associe à la fois les universitaires et à la fois des praticiens, c'est-à-dire des cadres exerçant déjà dans les entreprises de la place. La professionnalisation de la formation revêt un enjeu considérable et le gouvernement a pris conscience dès le tournant du millénaire en mettant en place des dispositifs au niveau national pour favoriser l'emploi des jeunes. Un fonds d'appui budgétaire pour la création d'emplois jeunes, des programmes d'acquisition de compétences professionnelles comme un jeune égale un métier. Malgré ces efforts, l'investissement dans le secteur de la formation professionnelle est jugé faible. Le secteur de la formation professionnelle au Gabon ne représente qu'une faible part, 1,73% des dépenses globales consacrées à l'ensemble du système éducatif qui ne représente à leur tour que 3,7% du PIB. C'était un sujet de Serge Kofi. Monsieur Mombo, comment se porte l'école gabonaise? L'école gabonaise se porte très mal, en jugé par les grèves intempestives dans notre pays. Il manque d'infrastructures scolaires, il manque d'infrastructures de formation professionnelle. Quand je viens de voir l'élément de M. Serge Kofi, je tombe un peu à la renverse parce que je me rends compte que lorsqu'on parle d'un jeune métier, c'est tout simplement un calcul à but électoraliste parce qu'on ne peut pas former quelqu'un en 3 mois. Lorsque j'interroge la loi 21/2011, qui porte orientation générale de l'éducation, en son article 49, on dit bien que la formation professionnelle doit favoriser l'auto-emploi. Elle est assurée dans chaque département ou district pour les élèves âgés d'au moins 12 ans pour l'apprentissage d'une activité pratique ou artistique auprès des professionnels sur une période de plus de 2 ans ou dans des centres sportifs. Or, là, on parle d'une formation de 3 mois. Vous comprenez ici que ces élèves formés en 3 mois n'ont pas réellement acquis les compétences nécessaires pour exercer. Avant de revenir sur ce projet Un jeune, un métier, faisons d'abord un état des lieux global de comment se porte l'éducation aujourd'hui. L'éducation nationale au Gabon se porte très mal, en jugé par des grèves intempestives chaque année. Depuis 2009, il y a eu l'organisation des États généraux de l'éducation, donc en mai 2010. Malheureusement, les actes adoptés aux États généraux de l'éducation n'ont jamais été appliqués. Il n'y a jamais eu de construction d'établissements scolaires. Je prends le cas par exemple des établissements préprimaires. Il était question qu'à court terme, à moyen et long terme, on puisse construire près de 221 écoles préprimaires, ce qui n'existe pas au Gabon. C'est-à-dire, lorsqu'on parle d'écoles préprimaires au Gabon, ce sont des salles de classe que l'on squatte au niveau des écoles primaires existantes déjà. Ce sont des établissements primaires qui disparaissent au profit des établissements secondaires, c'est-à-dire on érige des établissements primaires en établissements secondaires. Le cas par exemple du CS de Bataveya, le cas du CS du centre, dont l'école au départ c'était l'école publique l'école pilote du centre, qui est devenue aujourd'hui le CS du centre. Vous comprenez ici que ce sont les établissements primaires que l'on fait disparaître pour ériger un établissement secondaire. Autrement dit, il n'y a pas de nouvelle construction de salles de classe. Ce sont des effectifs pléthoriques. Les États généraux avaient arrêté le ratio de 35 élèves par classe. Or, nous avons des classes bondées de près de 150 à 200 élèves. Je prendrai le cas du lycée de Stiban, où en classe terminale, nous avons plus de 200 à 250 élèves. Au niveau du lycée d'Oloumi, les élèves sont à même le sol. Ce sont des enseignants qui sont démotivés, tout simplement parce que les situations administratives n'évolue pas du tout. Il y a un problème au niveau du recrutement, des intégrations. Le cas le plus frappant, ce sont les enseignants, par exemple, du pré-primaire, c'est-à-dire la petite enfance. Il y a des enseignants qui ont fait près de 10, 15, 20 ans sans être intégrés.
certains avec un pré-salaire de 80 000 francs, d'autres rien du tout à la fin du mois. Donc vous comprenez ici que le système scolaire gabonais, c'est un système qui est vraiment malade. Les examens, ce sont des examens qui se soldent toujours par des fraudes. Les résultats ne sont pas ceux-là que nous attendons. Monsieur Mombo, je vais recueillir quand même le point de vue d'autres personnes pour voir si tout le monde partage la même analyse que vous. Madame Nguémé et Madame Nguémébé, et dites-moi, je me suis intéressé quand même aux résultats scolaires ici et je suis tombé sur un rapport de la Banque mondiale qui montre que le Gabon aurait un taux de redoublement le plus élevé, en effet. Même au monde. En effet. Est-ce que c'est vrai cela? En effet, je peux le confirmer avec certitude que le taux de redoublement est confirmé. Nous vivons en effet un redoublement qui ne fait que se répéter. Ce que je veux dire ici en d'autres mots, c'est que les conditions d'apprentissage ne sont pas réunies. Nous assistons depuis 2009 à nos jours la fermeture des internats. Il n'y a plus d'internats. Alors que les internats permettaient aux jeunes de vivre en communauté et en même temps d'apprendre. Les plus forts peuvent travailler avec les plus faibles et les moyens peuvent travailler. Mais ce n'est pas cela qui explique les résultats Justement, j'en arrive. Puisque nous avons des élèves, des apprenants qui n'appartiennent pas à la même classe sociale. Nous avons des classes sociales difficiles, nous avons des classes sociales moyennes. Donc réunir le gouvernement ou les tenants du pouvoir dans leur programmes doivent tenir compte justement de ces cas sociaux. Qu'est-ce qu'on remarque également? À la rentrée, chaque rentrée, il y a un budget qui est alloué pour préparer l'accueil des élèves, l'accueil des apprenants et l'accueil des enseignants. Qu'est-ce qu'on constate? Les salles de classe ne sont pas toujours fournies en bancs. Les salles de classe ne sont pas toujours préparées. Et pourtant, nous avons une grande agence, l'ANGT, qui a été créée. Vous voyez bien qu'il y a des dysfonctionnements. Et je ne fais même pas allusion aux affectations. Nous avons des établissements. Je prends le cas de l'école publique de Bikogo, qui est un établissement bien construit, mais il n'y a pas d'élèves. Il n'y a pas d'élèves parce qu'à la recherche du bonheur, nos populations sont obligées de quitter le milieu rural pour aller à la recherche du bonheur, justement, les meilleures conditions de vie et de travail. Or, l'État a fait un investissement, mais cet investissement n'a pas été suivi. Merci Madame Nguémébé. Madame Boukandou, est-ce que de tout ce que vous entendez, est-ce que vous vous retrouvez là-dedans? Est-ce que l'école gabonaise porte autant de dysfonctionnements et qui expliquerait le taux de réussite dont on a parlé? Vous savez, si ceux qui m'ont précédé ont dit que l'école gabonaise va très mal, moi je suis tentée de dire que l'école gabonaise a l'agonie. L'école gabonaise est agonisante. Nos écoles sont devenus des mouroirs. On y va et nos rêves meurent. On y va, on ne trouve pas d'enseignants. Ils ont sorti nos enseignants de nos salles de classe. Ils ont fermé les écoles aux jeunes. Ils ont ouvert la rue. Nos écoles sont des mouroirs. Les jeunes qui y vont n'y vont plus parce que le zèle d'apprendre les anime. Non, ils y vont par que faire. Ça devient une routine, mais ils n'y vont pas dans l'intention de sortir de là éduqués. Ils n'y vont pas avec la motivation d'y recevoir une instruction. Ils y vont comme résignés. Mais je dirais que c'est un sujet qui, à la limite, quand j'en parle, je suis outrée simplement. Parce qu'on ne peut pas penser que pour un pays comme le nôtre, d'accord, avec la population que nous avons et les richesses que Dieu a gracieusement données au Gabon, que la jeunesse mérite un tel sort. L'éducation, ça prépare à la citoyenneté. L'éducation est gage du développement. Mais qu'est-ce qu'on en fait au Gabon? Merci Madame Boukandou. Monsieur Nzundou, d'abord, comment expliquez-vous ces chiffres de la Banque mondiale qui expliquent quand même qu'on a le taux de redoublement le plus élevé au monde? Pas en Afrique seulement, au monde. C'est une catastrophe, non? Bien, merci. Je suis plutôt tenté de vous poser d'abord la question de savoir quel est le protocole. Parce que est-ce que je dois attendre que les autres aient terminé leur intervention, que vous me passiez la parole? Parce qu'il y a des choses que l'on peut ne pas accepter.
qu'elles soient dites. Lesquelles, par exemple? Okay. Je voudrais d'abord arriver à la question que vous m'avez posée. Oui. Ce sont les chiffres de la Banque mondiale. Tout à fait. La Banque mondiale a des chiffres et les réalités gabonaises sont aussi celles que nous-mêmes nous connaissons. Ça, c'est d'un. Ensuite, je voudrais dire, et je ne suis pas à l'aise du tout, parce que j'ai en face de moi des compatriotes qui représentent des candidats qui doivent assumer tout ce qu'ils dénoncent. Parce que ce n'est pas le fait d'aujourd'hui s'il y a des manquements. Et en plus, la vie, tout évolue. Tout évolue. Vous allez aux États-Unis, vous allez en France, vous trouverez qu'à chaque élection présidentielle, on dénonce les manquements, les insuffisances du sortant. Ça veut dire que tout évolue. Donc, je ne peux pas laisser dire ce que les autres disent aujourd'hui. C'est vrai. Le constat a été fait à travers les États généraux de l'éducation nationale en 2010. Vous-même, vous l'avez relevé. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on a mis tout à plat. Et sur cette base-là, on se projette. Mais depuis 1990, nous sommes en 2016, hein, donc on a eu largement le temps quand même de faire un certain nombre de choses. Et comme vous le dites vous-même, que l'ensemble des gens sur ce plateau reconnaissent la réalité de ce qui est en train d'être dit, mais ce n'est pas parce que certains sont responsables ou ne le sont pas qu'on ne va pas poser le problème. Ah ben si, je ne dis pas qu'il ne faudrait pas poser le problème. Ouais. Moi-même, je dis, nous avons fait le constat en 2010. Ça veut dire que le problème a retenu notre attention. Mais depuis lors, est-ce que vous pensez qu'on a progressé? Ah bien sûr, moi je voudrais simplement dire, je suis mal placé pour le dire ici, parce que je ne suis pas ministre de l'Éducation nationale. Le ministre de l'Éducation nationale a plus d'éléments que moi. Lorsque arrivera le moment de parler de la formation professionnelle, je serai très à l'aise. Je ne suis pas omniscient. Même si je suis 3e vice-premier ministre, j'assiste au Conseil des ministres, donc je suis censé savoir avoir certaines informations sur ce qui concerne les autres départements ministériels, mais je ne suis pas omniscient du tout. Mais est-ce que vous arrivez quand même à vous expliquer ce qui a généré cette situation catastrophique-là? Qu'est-ce qui a été à la base, concrètement? Il faut aller regarder en arrière, dans le passé. Je vous disais tantôt que tout ce qui est dénoncé ici n'est pas le fait de 2009 à 2016. Mais de toute façon, personne n'a pointé cette période-là sur ce plateau. En tout cas, pas encore. On est en train de faire un état des lieux général. Peut-être qu'on y arrivera, peut-être. Mais on n'a pas encore stigmatisé une période. Nous sommes en campagne. Oui, bien entendu. Voilà. Madame... en d'autres temps, oui. Madame Guémébé, pardonnez de ne pas toujours bien prononcer votre nom. Oui. Il est difficile, pour ma part, de soutenir avec certitude ce que vient de dire le compatriote 3e vice-premier ministre, pour dire que aujourd'hui, les faits parlent d'eux-mêmes. De 2009 à nos jours, et bien avant, ça fait quand même 49 ans que ce système tue le rêve, que ce système ne permet plus aux jeunes de rêver, que ce système... Vous parlez du système éducatif. Le système mis en place par Omar Bongo Ondimba, donc le bongoïsme. C'est ce même système qui est au pouvoir. Donc c'est ce même système qui reproduit exactement les mêmes erreurs et les mêmes tares. Qu'est-ce que j'ai envie de dire? J'ai envie de dire que par rapport aux jeunes, qu'est-ce que nous promettons aux jeunes? Qu'est-ce que nous donnons aux jeunes? Nous tuons l'espoir. Ces jeunes ne rêvent plus. Alors nous, le PSD, en la personne de Pierre Claver Mahanga Moussavou, propose justement que les jeunes se réapproprient l'effort, l'esprit de discernement, l'esprit d'abnégation, le courage, l'esprit de compétition, pour qu'on ait justement ces jeunes-là qui sont fiers d'appartenir à une belle nation qui est la nôtre. Monsieur Mombo, c'est vrai, vous avez évoqué les États généraux de l'éducation en 1990, plutôt que de dire tel... Pardon 2010, plutôt que de dire tel est coupable, tel est responsable, il vaut mieux que nous projetions en maintenant pour voir qu'est-ce qui a été fait depuis que cet état des lieux a été fait en 2010. Est-ce que les choses
ont changé par rapport aux propositions qui ont été faites, par rapport aux engagements qui ont été pris en 2010 lors de ces états généraux? Aucun engagement n'a été respecté. Et la preuve, lorsque vous suivez le candidat président, pour lui, il va désormais s'occuper de l'éducation et de la formation à partir du 2e septennat s'il est réélu. Donc lui-même, il fait un aveu d'échec, c'est-à-dire que rien n'a été fait, aucun engagement n'a été respecté, aucun établissement n'a été construit. Je mets au défi quelqu'un qui puisse me donner le nom d'un nouvel établissement au Gabon qui a été construit depuis la fin des états généraux de 2010. Il y a eu un programme à court terme qui partait de 2010 jusqu'en 2013. Un programme à moyen terme qui partait de 2013 à 2016. Jusqu'à maintenant, aucun engagement n'a été exécuté. Donc, en ce qui concerne les infrastructures scolaires. En ce qui concerne même le système de l'approche par les compétences de base au niveau des établissements primaires, c'est également un échec. Parce qu'il est question ici, par rapport à cette approche, de doter les enseignants qui sont chargés de dispenser donc des enseignements par rapport à cette approche de certains outils comme les bulletins de notes, les cahiers de situations cibles. À ce niveau-là, ça fait pratiquement l'objet de points de revendication dans les cahiers des charges que nous déposons chaque année sur la table du gouvernement. Donc c'est pour vous dire que depuis 2010, aucun engagement en ce qui concerne l'éducation n'a été respecté par le gouvernement. Parlons maintenant du système éducatif qui est dispensé ici, parce que chaque pays choisit librement le système éducatif qu'il veut. Parlons de cela. Est-ce que vous rendez responsable ce système qui a été choisi? Est-ce que c'est cela qu'il faut remettre en cause? Ou bien il y a d'autres points qu'il faut pointer du doigt aussi? D'abord, parlons du système éducatif. D'abord, pour la sérénité des débats, je voudrais être située sur la qualité de M. Flavien Zengenzundu. Il intervient sur ce plateau en qualité de ministre ou en qualité de représentant d'un candidat? De toute façon, il représente le candidat et s'il a des aptitudes pour pouvoir répondre à un certain nombre de questions à cause de son poste, il n'y a pas de problème à cela. Ok, parce que je serais gênée qu'il soit traité en sa qualité de ministre, parce qu'on est en République. Il est ministre de la République gabonaise, il n'est pas partisan. Donc, il est ministre de la République gabonaise et... De toute façon, de tout ce qui a été fait jusque-là, il n'y a rien qui prête à confusion de toute façon. D'accord. Maintenant, pour répondre à votre question, est-ce que le problème, c'est le système mis en place? Oui. Je ne saurais répondre, parce qu'au Gabon, on ne sait pas dans quel système nous sommes. Le système éducatif, vous ne savez pas on n'a pas un cap qui puisse nous renseigner sur le système éducatif gabonais. Les programmes sortent chaque année, on ne sait pas ce qui se passe dans les écoles privées, ce qui se passe dans les écoles publiques, ce qui se passe dans les écoles urbaines, ce qui se passe dans les écoles rurales. C'est tout un désordre. Du coup, on n'a pas de véritable système qui obéisse à un programme éducatif bien précis. Donc, depuis la nuit des temps, il n'y a jamais eu un système éducatif bien déterminé ou bien parce que vous ne vous êtes pas intéressé au sujet? Le système éducatif, ma foi, répond à des objectifs qu'on s'est fixés. Objectifs de développement à court terme, à moyen terme, à long terme. Parce qu'on a identifié en fonction de la vision qu'on a de notre pays, en fonction de la vision de développement qu'on a pour notre cité, on identifie des secteurs dans l'éducation et pour ces secteurs, on fixe le cap, on forme, on investit en termes d'infrastructures, en termes de formateurs pour la génération que nous voulons former. Or, aujourd'hui, un système à l'agonie, a priori, on serait tenté de dire, en réalité, les bases n'ont pas été fondées. Afin de quand même faire un état des lieux et de pousser loin la réflexion, oui. Nous n'avons pas fait de la stigmatisation, mais nous allons chercher les vrais acteurs de cela. Est-ce que les parents n'ont pas de responsabilité? Est-ce que les enseignants n'ont pas de responsabilité? Est-ce que tous ceux qui touchent à ce secteur-là n'ont pas de responsabilité? Mais à quel degré? C'est entre autres questions que nous allons nous poser tout à l'heure. Le premier responsable, c'est l'État. Bien entendu, mais il y a un deuxième responsable, il y a un troisième responsable. Nous allons revenir sur tous ces aspects tout à l'heure, chers téléspectateurs. Mais avant, nous allons marquer une pause. Ne partez surtout pas, on vous retrouve dans quelques instants.